Aujourd'hui, Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. J'ai 1000 questions à te poser sur ce qui se passe en Iran, mais ma première va être, on a eu la discussion tout à l'heure sur la rapidité, l'espèce de sans avertissement avec lequel tout ça s'est produit en fin de semaine, parce que oui, il y avait des négos, il y avait certains avertissements, mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, ça a quand même parti raide. Là, on s'est réveillé samedi matin, puis OK, les États-Unis, Israël ont frappé. Eux le planifiaient? Écoute, je ne veux pas te dire on l'avait dit, mais on l'avait un peu dit. Plusieurs fois au fil des dernières semaines, on était revenu sur l'ampleur du déploiement militaire qui avait été mis en place. Il y a eu plusieurs marqueurs. L'arrivée, par exemple, des avions AWAC, les Airborne Warning and Control Systems, qui sont essentiels sur le théâtre des opérations pour bien coordonner et aussi surveiller. Ça vient doubler le travail des radars et des satellites. L'arrivée massive d'avions de combat qui avaient été déplacés des États-Unis, d'abord vers l'Angleterre, l'Europe et ensuite sur les bases américaines dans la région. Tout ça ensemble, les vols des C-17, tu te rappelles, on en avait parlé, qui avaient approvisionné en toutes sortes d'équipements. Évidemment, c'est extraordinairement brutal et surprenant, mais ça fait 2 mois qu'on parle de cette espèce de construction de l'appareil militaire autour de l'Iran. Et c'est la 3e fois dans le passé récent qu'on dit « Oh, mais c'est surprenant ». Au mois de juin dernier, quand les Américains ont frappé avec leurs méga-bombes les installations nucléaires, on savait que c'était dans les plans, on savait que c'était une possibilité. Il y avait une guerre que menait Israël contre l'Iran depuis à ce moment-là 11 jours, et on a été surpris de la manière avec laquelle les choses ont été faites. On n'a pas vu venir le coup. Or, on pouvait l'anticiper. Sur la question du Venezuela, même affaire, des semaines à construire un dispositif militaire. Puis le 3 janvier, un samedi matin, le lendemain des fêtes, on se réveille, on dit « Wow, on l'a pas vu venir ». Et non seulement on l'a pas vu venir, mais la conclusion était tirée avant qu'on réalise que l'opération avait eu lieu. C'est-à-dire qu'au moment où on se réveille, on prend la mesure des choses. Nicolas Maduro est déjà à bord d'un bateau américain. Les Américains se sont retirés. Ils n'ont perdu personne. Il n'y a pas eu de blessés graves. Mais c'est pas la même dimension. C'est ça, j'allais dire. Le Venezuela, c'est un bébé État puis une bébé armée comparé à l'Iran, là. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je te dis, c'est que l'effet de surprise est exactement le même. Mais là où j'amène la discussion, c'est sur le fait que là, on s'engage dans quelque chose de pas mal plus costaud avec un pays capable de riposter, là. Et la preuve a été faite, d'ailleurs, qu'il était capable de riposter. Je crois que si on n'y avait pas cru à cette riposte, c'est parce qu'on avait été les dupes de la propagande américaine ou israélienne, parce que ça existe. Tout le monde fait de la propagande. Les Iraniens, en fin de semaine, quand ils disaient on a frappé le porte-avions Lincoln, or, ça s'est pas confirmé. Ils ont mis beaucoup de temps aussi à reconnaître que Ali Khamenei avait été tué. Ça participe des exercices où on crée des écrans de fumée, on fait de la propagande, mais la capacité de riposte des Iraniens était probablement meilleure que plusieurs l'avaient anticipé. Sinon, je l'espère, les Américains et les Israéliens qui se sont préparés, mais c'est pas un pays désarmé, c'est pas un pays à genoux, et qui, depuis le mois de juin dernier, prépare cette guerre. Parce que qu'est-ce qu'avaient dit les Iraniens au terme de cette guerre de 12 jours? Que c'était un chapitre de la guerre qui s'était clos, mais pas que la guerre était terminée. Ils ont certainement créé tout ce qu'il fallait pour pouvoir riposter avec les moyens qui sont les leurs. Ils n'ont pas de force aérienne valable. Le peu qui restait a été pilonné à nouveau. Ce sont des vestiges de l'armée du Shah d'Iran, donc avant 1979, de vieux avions américains qui sont évidemment pas de taille. La marine militaire, même chose. Donald Trump disait avoir réussi à éliminer 9 bateaux, mais c'est en soi pas un exploit. C'est une marine qui est assez mal équipée. Mais ce qu'ils ont, c'est des missiles supersoniques, des drones en grande quantité. Alors, on dit les drones aujourd'hui, c'est lent. Il est relativement facile de les intercepter, c'est vrai, mais quand on envoie des centaines, il y en a toujours 1 ou 2 qui passent. C'est ce qui est arrivé sur une base anglaise à Chypre. Je dis une base anglaise à Chypre, en fait, c'est du territoire anglais à Chypre. Les bases militaires. Et ça va devenir important de poser la question parce que là, les Européens disent ah ben là, on a été attaqué puisque Chypre fait partie de l'Union européenne. Je rappelle que l'Angleterre n'en fait pas partie. Donc, ça compte de savoir où est tombé le drone parce qu'il est tombé sur une base anglaise à Chypre. C'est du territoire véritablement anglais. Exactement ce que demandaient les Américains sur le Groenland. Alors, les Européens ne pourraient pas dire notre territoire a été attaqué. Tu m'excuseras, ça semble spécieux, mais ça compte. Et en ce moment, les Européens, d'ailleurs, marchent sur la peinture
big time avec un Emmanuel Macron, par la voix de son ministre des Affaires étrangères ce matin, qui disait il faut maintenant prendre la mesure de ce qui est en train de se dérouler. Nous avons des alliances avec les Émirats arabes unis, par exemple, et d'autres, présence militaire, une base française a été aussi attaquée, et après avoir dénoncé le fait que le droit international avait été violé par les Israéliens et les Américains, c'est un peu comme, je le dis souvent, la cavalerie dans Lucky Luke qui arrive après la bataille, mais là, les Européens, les Anglais, les Allemands, les Français se disent, OK, est-ce qu'on a envie de se retrouver dans une position où les Américains, les Israéliens vont avoir changé le cours de l'histoire et, entre autres, mis à terre un régime que personne n'aimait, puis nous, on va rester les bras croisés sur le côté à dire « Ah, mais ça peut pas arriver parce que les règles du droit international ont été violées. » Je te la pose la question, est-ce qu'ils vont... Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le lundi matin, qui officiellement appuie l'attaque américaine et israélienne? Le Canada? Le Royaume-Uni? Les Australiens. Et les premiers à l'avoir fait très officiellement, c'est le Canada et l'Australie. Canada, très intéressant, parce que c'est en contradiction avec ce que dénonçait Mark Carney à Davos quand il est devenu l'étoile du jour pour la communauté internationale. Il disait, les règles de droit n'existent plus. Les puissances moyennes se font écraser par les superpuissances qui n'en font qu'à leur tête. Or, c'est exactement cette logique, et je le comprends, qu'il a embrassé samedi, très tôt. Peut-être pour des raisons autres que ce qui se passe en Iran. Peut-être qu'il pense aussi à la suite des choses avec les États-Unis, puisqu'on négocie, nous, commercialement. C'est peut-être une manière de dire on n'est pas un si mauvais allié. Mais surtout, je pense que c'est un regard réel politique qu'a eu Mark Carney sur la situation. Est-ce que tu as envie de dire que la violation des règles du droit international est plus dommageable que le maintien en place d'un gouvernement, celui de Khamenei, d'un État... qui a tué des milliers de ses citoyens en janvier dernier. Là. Exact. Mais pas juste en janvier dernier, qui est dénoncé depuis des décennies comme un sponsor du terrorisme, qui a, par ses proxys au Yémen, au Liban, et aussi à Gaza, disons-le, avec le Hamas, fomenté le trouble, créé l'instabilité, tué beaucoup de monde, commanditaire du terrorisme. Les Français se sont très récemment ralliés à l'idée que les gardiens de la Révolution étaient peut-être une organisation terroriste et l'ont mis sur la liste des organisations qui sponsorisent le terrorisme. Et là, aujourd'hui, même chose, c'est de dire, est-ce qu'on va regarder la caravane passer? Parce qu'il y a une telle détestation de la méthode Trump et du fait qu'il impose, dans le fond, au monde entier sa brutalité, qu'on voudrait des fois que ça ne marche pas pour dire, voyez, c'est pas la bonne façon. Mais je te pose cette question-là, celle que tu soulèves, mais je veux que tu me l'analyses du point de vue des Iraniens. De l'Iranien critique de son régime. Je me mets dans la peau. Je pense que tu as les deux extrêmes. Ceux qui sont tellement anti-régime célèbrent dans les rues en disant « Trump, n'importe qui s'en débarrasse, merci ». À l'autre extrême, les supporters du régime disent « c'est écœurant ce que font les Américains ». Mais dans le milieu, il y a quand même beaucoup d'Iraniens, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit les appeler, modérés, ils n'aiment pas le régime. Ils n'aiment pas le régime, mais ils n'aiment pas les Américains non plus, puis ils ne veulent pas que Trump... Comment ils vont réagir? Comment eux ils vont basculer, eux? Ou les Israéliens. Ou les Israéliens, encore pire. Qui ne sont pas nécessairement considérés comme des amis naturels, sinon qu'avant 1979, à l'époque où le Shah régnait, et pas dans l'harmonie et la paix toujours, il y avait de bonnes relations avec Israël. La question se pose parfaitement. Si tu veux faire simple, il y a la diaspora partout dans le monde où on fête, où on voit des images effectivement, qui sont des fois surprenantes, de gens qui arborent le drapeau iranien et à côté d'eux, des gens qui arborent le drapeau israélien, comme si c'était le même combat. Alors, du point de vue, en ce moment, de M. Netanyahou et de ceux qui sont hors d'Iran, les Iraniens, les expatriés, oui, c'est un combat qu'on peut imaginer commun. Mais en Iran, d'abord, il y a des gens qui sont très favorables à ce gouvernement. Il y a eu des élections, elles sont pas parfaites, mais le candidat à la présidence le plus conservateur, on en avait parlé, a récolté près de 14 millions de voix. 14 millions de voix, c'est du monde. C'est des gens qui pensent que cette théocratie a une légitimité. Ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Le système politique qui est en place est aussi solidement installé. Après ça,
il y a toujours des surprises. Je cite depuis hier beaucoup Ernest Hemingway qui répondait à la question « Comment avez-vous fait faillite ?» Il disait en 2 temps, d'abord lentement, puis ensuite soudainement. Même chose pour les régimes. Tu dis « Il tombera pas, ou il se fissure, mais, puis d'un coup, bang, il tombe. » Alors peut-être qu'il tombera le régime, mais je pense que tu avais raison de dire tout à l'heure, on peut pas faire de parallèle parfait entre le Venezuela et l'Iran. C'est un cas de figure en Iran où d'abord il y a du monde, c'est un vaste pays et le pouvoir en place. C'est sophistiqué, leurs institutions politiques sont sophistiquées avec des remplacements en cas de décès. C'est un système pour chaque personnage clé dans l'organisation politique de l'Iran, il y avait une chaîne de succession de 4 personnes. Ça, c'est de la redondance fois 4. Tu dis, des fois, tu as un plan B. Là, il y a un plan B, C, D et E pour chacun des personnages parce qu'ils savaient que leur tête était mise à prix, qu'ils étaient à risque et parce qu'on veut stabiliser et dire à tous, partout, y compris aux ennemis, regardez, là, vous pouvez nous tuer, on a des solutions de rechange. Mais à ta question, comment la rue va se représenter ce qui se passe en ce moment et réagir en Iran? D'abord, il y a des gens qui vont se solidariser autour du pouvoir. Il y a tous ces gens qui ont une soif de changement, de démocratie, peut-être, mais d'alternative, qui vont certainement se rallier à l'idée qu'il y a une possibilité, il y a une option qui s'ouvre avec ces opérations militaires américaines, qui pour autant ne sont peut-être pas des fans ni de Trump, ni des États-Unis, et peut-être encore moins d'Israël, mais qui se disent, dans les circonstances, est-ce qu'il y a une occasion d'affaires? Et c'est d'ailleurs le message de Trump, et je ferais très attention si j'étais iranien, parce qu'il a dit, nous ouvrons la voie, nous sommes là pour créer des conditions propices, mais c'est les Iraniens seuls qui peuvent changer le régime. Ce que ça dit, c'est qu'il y a probablement aussi pour Donald Trump, un peu comme pour les plans de succession en Iran, des plans B, C, D et E, parce que M. Trump va vouloir, au moment où ça fait son affaire, déclarer victoire et dire qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il n'y a aucun gain à ce que ça dure longtemps, absolument aucune ambition à ce que ça se transforme en bourbier, et le calendrier électoral américain vient tellement vite que la fenêtre dont M. Trump dispose, je pense, elle est plutôt courte. Et je retiens d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est important. Il a dit à un média, The Atlantic, hier, puisqu'il a parlé à toutes sortes de monde, il a dit des choses apparemment contradictoires. Ça va-tu durer 3 semaines, 5 semaines? Est-ce que je veux aller au bout de ce changement de régime? Il a créé encore une fois, un terreau fertile où il pourra choisir dans un mois de ses déclarations, celle qui va être la plus propice avec ses ambitions. Exact. Mais il a dit hier qu'il y a des contacts avec les Iraniens, entre les Américains, parlait en particulier de Ali Larijani, qui est en ce moment qui est aussi en ce moment un personnage clé. C'est lui qui a nommé au pouvoir le triumvirat qui assure la suite des choses. C'est un laïc, c'est pas un religieux, c'est un personnage qu'on dit radical, mais que les Américains voulaient voir à la table des négociations lorsqu'il y en avait. Donc, est-ce qu'en coulisses, comme on le fait au Venezuela, il y a des contacts informels, et M. Larijani avait une fille qui étudiait aux États-Unis, qui était peut-être même encore aux États-Unis. Elle était là en février. Est-ce que ça a été le prétexte à des communications? Pour moi, ce sont des signaux faibles, mais très, très, très importants. Merci Stéphane.